Paul Biya, l'évacuation qui change tout. Imaginez. Vous vous réveillez un matin ordinaire. Vous prenez votre téléphone. Et là, un message. Un seul message. Publié par la fille du président de la République. Quelques mots seulement. Mais des mots qui font l'effet d'une bombe atomique dans le paysage politique camerounais. Mon père est en train de mourir. Voilà ce que Brenda Biya, fille du chef de l'État Paul Biya, aurait écrit sur les réseaux sociaux. Et si ces mots étaient vrais, alors ce que vous êtes sur le point d'entendre dans les prochaines minutes pourrait bien être le début de la fin d'une ère. Une ère de 44 ans. 44 ans de pouvoir. 44 ans d'un homme qui a traversé les crises, les coups, les guerres et les scandales comme une forteresse imprenable. Mais aujourd'hui, selon plusieurs sources concordantes, les murs de cette forteresse commencent peut-être à trembler. Restez avec nous. Jusqu'à la fin. Parce que ce que vous allez découvrir dépasse de loin ce que les médias officiels osent dire. Partie 1, contexte et fait. L'homme, le pouvoir, et le silence. Pour comprendre la gravité de ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord comprendre qui est vraiment Paul Biya. Pas l'image. Pas la légende. L'homme. Paul Barthélemy Biya à Bimvondo est né le 13 février 1933 à Mvomkaa, un petit village du sud Cameroun. Il a aujourd'hui 92 ans. 92 ans. C'est-à-dire qu'il est né avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant l'indépendance du Cameroun. Avant l'invention du téléphone portable. Avant Internet. Avant tout ce que nous considérons aujourd'hui comme normal. Et pourtant, et c'est là que commence le mystère, cet homme dirige toujours le Cameroun. Depuis novembre 1982. Depuis 44 ans. Il est, à ce jour, l'un des chefs d'État en exercice les plus anciens du monde entier. Pas d'Afrique. Du monde entier. Mais voilà le paradoxe camerounais, plus Paul Biya reste invisible, plus il devient puissant dans l'imaginaire collectif. Parce que Paul Biya ne gouverne pas à la manière des présidents ordinaires. Il ne se promène pas dans les marchés. Il ne fait pas de bain de foule. Il ne donne pas de conférences de presse. Non. Paul Biya gouverne par l'absence. Chaque fois qu'il disparaît de la scène publique, les rumeurs explosent. Les spéculations fusent. Et les réseaux sociaux s'enflamment. C'est devenu un sport national au Cameroun, essayer de deviner où est le président, ce qu'il fait, et surtout, comment il va. Mais cette fois-ci, quelque chose est différent. Cette fois-ci, ce ne sont pas des internautes anonymes qui parlent. C'est sa propre fille. Et ce n'est pas tout. En effet, avant même que Brenda Biya ne prenne la parole, un lanceur d'alerte bien connu des milieux politiques camerounais avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Son nom, Boris Berthold. Un nom que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Boris Berthold, qui se présente comme proche de certains cercles du pouvoir, affirme avoir des informations de première main sur l'état de santé du président. Et ce qu'il dit est lourd de sens. Selon lui, Paul Biya se préparerait à effectuer dans les tout prochains jours un déplacement discret vers Genève, en Suisse. Pas pour des vacances. Pas pour une conférence internationale. Non. Pour se rendre dans une clinique privée suisse afin de suivre un traitement médical destiné, selon ses termes, à renforcer ses capacités. Maintenant, posons-nous la question que tout le monde se pose en silence, qu'est-ce que cela signifie exactement, renforcer ses capacités, pour un homme de 92 ans qui gouverne un pays depuis 44 ans. Et pourquoi ce déplacement interviendrait-il à quelques jours seulement des célébrations du 20 mai, la fête de l'unité nationale, l'une des journées les plus symboliques du calendrier camerounais? Ces questions, nous allons y répondre. Une par une. Partie 2, le conflit. Brenda parle. Et tout bascule. Revenons à ce message. Ce message de Brenda Biya qui a tout déclenché. Brenda Biya n'est pas n'importe qui dans le paysage public camerounais. C'est la fille du président. Connue pour son positionnement courageux sur plusieurs sujets sociaux, notamment ses prises de position publiques en faveur de la communauté LGBTQ+, elle a déjà montré qu'elle n'est pas du genre à se taire par conformité. Elle a déjà choqué, déjà provoqué, déjà brisé des tabous. Mais cette fois-ci, c'est autre chose. Dans ce message publié sur ses réseaux sociaux et rapidement relayé par des milliers de comptes camerounais et de la diaspora, Brenda Biya aurait déclaré, sans détour, que son père est en train de mourir. Des mots crus, directs,
Sans filtre diplomatique. Mais ce n'est pas tout. Elle aurait également dénoncé, dans ce même message chargé d'une émotion palpable, des tentatives organisées pour nuire à son image, pour la faire taire, et elle aurait évoqué des risques sérieux pour sa propre sécurité, voire pour sa liberté. Sa liberté. La fille du président du Cameroun parle de risques pour sa liberté. Laissez cette phrase résonner quelques instants. Qu'est-ce que cela dit du climat qui règne actuellement dans les couloirs du pouvoir à Yaoundé? Parce qu'il faut comprendre une chose fondamentale, quand une telle déclaration vient de l'intérieur même du cercle familial du chef de l'État, elle ne peut pas être balayée d'un revers de main comme un simple complot ou une fake news orchestrée par l'opposition. Ce n'est pas un militant de l'opposition qui parle. Ce n'est pas un journaliste en exil. C'est sa fille. Et dans la culture camerounaise, où la parole familiale a un poids symbolique considérable, une telle prise de position constitue ce que les analystes politiques appelleraient une rupture d'équilibre interne. Mais attendez. Parce que ce qui se passe en coulisses est encore plus fascinant et plus inquiétant. Imaginez la scène. Nous sommes à quelques jours du 20 mai. Les préparatifs du défilé de la fête de l'unité sont en cours. Les troupes s'entraînent. Les drapeaux sont commandés. Les discours sont probablement en cours de rédaction. Et au même moment, selon les informations de Boris Berthold et de la rédaction de Cameroun Web, le président serait en train de préparer une évacuation sanitaire discrète vers la Suisse. Discret. Ce mot est important. Parce que dans la mécanique du pouvoir biaïste, ce pouvoir construit sur le silence, le mystère et l'opacité, la discrétion est une arme politique en soi. Si cette information était fausse, la présidence aurait déjà démenti publiquement. Or, au moment où nous vous parlons, aucun démenti officiel clair et documenté n'a été communiqué par la communication de la présidence. Et ce silence, au Cameroun, beaucoup le lisent comme une forme de confirmation implicite. Partie 3, révélation et décryptage. Ce que les médias officiels ne disent pas. Maintenant, creusons. Parce que pour comprendre pourquoi cette information fait autant de bruit, il faut replacer les choses dans leur contexte historique et politique. Ce n'est pas la première fois que la santé de Paul Biya alimente les spéculations. Depuis plusieurs années déjà, des rumeurs circulent régulièrement sur son état physique. Il y a eu ces longues absences à Genève, ville où le couple présidentiel séjourne régulièrement à l'Intercontinental, un hôtel de luxe qui est devenu, selon de nombreuses sources journalistiques, une sorte de résidence secondaire non officielle du chef de l'État camerounais. Il y a eu ces apparitions publiques de plus en plus rares, où certains observateurs notaient une démarche hésitante, une parole plus lente, un regard parfois vague. Des éléments que la présidence a toujours balayés en présentant Paul Biya comme un homme en parfaite santé, actif et pleinement aux commandes. Mais voici ce que beaucoup ne savent pas ou plutôt, ce que beaucoup ne veulent pas dire à voix haute. Selon des analyses publiées par plusieurs médias indépendants spécialisés dans les affaires africaines, le véritable pouvoir exécutif au Cameroun ne serait plus entièrement exercé par Paul Biya lui-même depuis plusieurs années déjà. Ce serait, d'après ces analyses, une nébuleuse de conseillers, de technocrates, de membres du clan familial et d'hommes de l'ombre qui constituerait le vrai gouvernement invisible du Cameroun. Paul Biya, dans cette lecture, serait devenu davantage un symbole, une figure de stabilité institutionnelle, qu'un dirigeant opérationnel au quotidien. Et si cette analyse est juste, alors une question s'impose naturellement, que se passe-t-il au sein de ce gouvernement de l'ombre lorsque la santé du symbole se détériore? Qui prend les vraies décisions? Et surtout, qui se positionne pour la suite? Parce que c'est là, dans cette zone d'ombre, que se joue peut-être le vrai drame politique camerounais. Parlons maintenant de la Suisse. Parce que la Suisse, dans cette histoire, n'est pas un détail anodin. Genève est depuis longtemps une plaque tournante pour les évacuations sanitaires des élites africaines. Les cliniques privées suisses, notamment dans le canton de Vaud et autour du lac Léman, sont réputées pour leur discrétion absolue, leur niveau de soins d'exception et leur capacité à accueillir des patients de très haute importance politique avec une confidentialité totale. Plusieurs chefs d'État africains y ont été soignés. Certains y sont décédés, loin de leur pays, loin de leur peuple. Et c'est souvent depuis Genève que les annonces les plus lourdes ont été faites. Il y a donc, dans ce déplacement annoncé vers une clinique privée genevoise, une charge symbolique qui dépasse la simple question médicale. Et les Camerounais qui suivent l'actualité politique le savent très bien. Mais ce n'est pas tout. Et la suite va vous surprendre. Car ce qui rend cette situation particulièrement explosive, c'est le timing. Nous sommes à quelques jours du 20 mai. La fête de l'unité nationale.
l'une des célébrations les plus regardées du calendrier officiel camerounais. C'est le moment où le président doit incarner la nation. Où sa présence physique ou son absence devient elle-même un message politique. Si Paul Biya n'apparaît pas le 20 mai, ou s'il apparaît dans un état physique visible de faiblesse, l'impact politique sera considérable. Les questions sur la succession, sur la stabilité institutionnelle, sur l'avenir du pays, vont exploser. Elles sont déjà en train d'exploser. Et dans une république où la Constitution prévoit des mécanismes de succession mais où ces mécanismes n'ont jamais été vraiment testés dans un contexte de crise, l'incertitude est totale. Qui prend le relais si le président est incapacité? Le président du Sénat, Marcel Nyanji-Fanji, lui-même âgé de 88 ans. 88 ans. Le pays qui succéderait potentiellement à un président de 92 ans par un président de 88 ans. Si la situation n'était pas aussi grave, on pourrait presque en rire. Mais elle est grave. Très grave. Et nous allons voir pourquoi. Partie 4. Le Cameroun dans le miroir de lui-même. Permettez-nous maintenant de prendre un peu de hauteur. De regarder cette situation avec les yeux de l'analyste, mais aussi, et c'est là toute la richesse de la narration camerounaise, avec les yeux du peuple. Ce peuple qui a une façon bien particulière d'observer le pouvoir. À la fois avec une déférence culturelle profonde, et un sens de l'humour dévastateur. Parce qu'il faut bien le dire, le Cameroun est peut-être le seul pays au monde où un président peut passer des semaines entières à l'étranger, sans que personne dans le gouvernement ne soit officiellement capable de dire où il se trouve, et où cela est présenté comme parfaitement normal. Dans d'autres pays, on appellerait ça une crise constitutionnelle. Au Cameroun, on appelle ça un déplacement de travail. Mais derrière le sourire, il y a une réalité que des millions de Camerounais vivent chaque jour. Un pays riche en ressources naturelles, pétrole, cacao, café, bois, minerais, mais dont la majorité de la population vit avec moins de $2 par jour. Un pays où les hôpitaux manquent de médicaments, où les routes sont des pistes, où les enseignants font grève parce qu'ils ne sont pas payés depuis des mois. Et pendant ce temps-là, le président se soigne dans une clinique privée en Suisse. Ne cherchez pas l'ironie. Elle vous cherche. Parce que voilà ce qui choque fondamentalement dans cette histoire, le contraste. Ce contraste vertigineux entre la condition du sommet et la condition de la base. Quand un Camerounais ordinaire tombe malade, un fonctionnaire, un agriculteur, un commerçant du marché central, il a deux options. Soit il va à l'hôpital public, avec ses couloirs bondés, ses lits sans draps, ses ruptures de stock chroniques en médicaments essentiels. Soit il prie. Et parfois, malgré tout, il meurt. Mais quand le président tombe malade ou du moins, quand des sources proches de son entourage suggèrent une détérioration de son état de santé, on prépare une évacuation sanitaire vers une clinique privée suisse. Avec, on peut l'imaginer, toute la discrétion, le confort et l'excellence médicale que l'argent public peut offrir. Et c'est là que réside le vrai scandale. Pas dans la maladie. Personne ne choisit sa maladie. Personne. Mais dans l'organisation d'un système où ceux qui gouvernent n'ont jamais à subir les conséquences des politiques qu'ils imposent au peuple. Un chef d'État qui gouverne depuis 44 ans a eu 44 ans pour construire des hôpitaux dignes de ce nom. 44 ans pour former des médecins, pour équiper des blocs opératoires, pour créer un système de santé qui protège tous les Camerounais, et pas seulement lui. 44 ans. Et aujourd'hui, pour se soigner lui-même, il doit aller en Suisse. Réfléchissez à ça. Juste un instant. Mais il y a une autre dimension de cette histoire qu'on ne peut pas ignorer, la question générationnelle. Le Cameroun est un pays jeune. Extraordinairement jeune. Plus de 65% de la population a moins de 35 ans. Des millions de jeunes Camerounais, nés après l'arrivée au pouvoir de Paul Biya, qui n'ont jamais connu un autre président. Jamais. Pas même en théorie. Pour eux, la République du Cameroun et Paul Biya sont, depuis toujours, des synonymes. Et voilà que, peut-être pour la première fois de façon aussi tangible, cette jeunesse se retrouve face à une réalité qu'elle pressentait mais qu'on lui avait toujours niée, Paul Biya est mortel. Comme tout le monde. Et l'après Biya, ce moment que beaucoup semblaient croire repoussé à l'infini, pourrait être, en réalité, beaucoup plus proche qu'on ne le pensait. Cette prise de conscience est, en elle-même, un séisme politique. Et puis il y a la question que personne ne pose officiellement, mais que tout le monde murmure, qui prépare la succession? Parce qu'au Cameroun, contrairement à d'autres républiques africaines, la question de la succession n'est jamais ouvertement discutée. C'est un tabou absolu. Un sujet dangereux.
Des journalistes ont vu leur carrière brisée pour avoir simplement évoqué le sujet. Des opposants ont été arrêtés pour en avoir parlé. Mais ce silence ne signifie pas qu'il ne se passe rien. Au contraire. Dans les couloirs feutrés du comité central du RDPC, le parti au pouvoir, dans les antichambres des ministères, dans les salons des ambassades, dans les conversations discrètes entre hommes d'affaires et barons locaux, la question de l'après-Biya est sur toutes les lèvres. Depuis des années. Et les positions se prennent. Les alliances se nouent. Les trahisons se préparent. Comme toujours dans les transitions de pouvoir africaines et non africaines, d'ailleurs, l'entourage du roi malade est souvent le premier à préparer l'après, tout en proclamant publiquement sa loyauté indéfectible. Ce que Brenda Biya semble dénoncer, ces tentatives de la faire taire, ces risques qu'elle dit peser sur elle, s'inscrit peut-être dans cette logique de positionnement présuccessoral. Certains acteurs auraient-ils intérêt à contrôler le récit de la fin du règne ? À s'assurer que certaines voix, même familiales, ne viennent pas perturber les plans en cours ? Ce sont des hypothèses. Mais des hypothèses qui méritent d'être posées sérieusement. Il faut aussi parler de l'armée. Parce qu'en Afrique francophone, et au Cameroun en particulier, l'armée est toujours dans l'équation. Elle l'a toujours été. Dans toute transition de pouvoir, qu'elle soit constitutionnelle, brutale ou silencieuse, la position des forces de défense est déterminante. Paul Biya a toujours eu une relation particulière avec l'armée. En 44 ans, il a survécu à au moins une tentative de coup d'État, celle de 1984, qui reste l'un des épisodes les plus traumatisants de l'histoire politique camerounaise récente. Il a su, depuis lors, veiller avec soin à l'équilibre des forces au sein de l'appareil sécuritaire. Mais quelle est aujourd'hui la cohésion de cet appareil? Qui lui est vraiment loyal? Et cette loyauté est-elle à Paul Biya l'homme, ou au système Biya dont il est le centre? Ces questions n'ont pas de réponse publique. Mais elles existent. Et elles deviendront cruciales si la transition s'accélère. Conclusion, et maintenant, Cameroun? Alors, où en sommes-nous? Résumons ce que nous savons, ou du moins, ce que de sérieuses sources indiquent avec une insistance de plus en plus convergente. Premièrement, l'état de santé du président Paul Biya serait en détérioration. Pas selon ses adversaires politiques. Selon des sources proches de son propre entourage, et selon sa propre fille. Deuxièmement, une évacuation sanitaire vers une clinique privée suisse serait en préparation, et cela à quelques jours d'une des fêtes nationales les plus symboliques du calendrier camerounais. Troisièmement, Brenda Biya, en prenant publiquement la parole, a brisé un tabou de fer. Elle a introduit dans le débat public un mot que personne n'osait prononcer officiellement, la fin possible, prochaine, du règne de son père. Et quatrièmement, autour de ce vide politique qui se dessine, des forces invisibles, discrètes, mais puissantes sont en train de se repositionner, de s'organiser et, peut-être, de se disputer l'héritage. Mais au-delà des calculs politiques, au-delà des luttes de succession et des manœuvres d'appareil, il y a une réalité humaine simple et puissante. Un homme de 92 ans est, dit-on, malade. Qu'il s'appelle Paul Biya ou autrement, cela reste une réalité humaine. Et personne ne peut, ni ne doit, se réjouir de la souffrance d'un être humain. Mais ce que le Cameroun doit saisir, ce que chaque Camerounais doit comprendre dans les jours et semaines qui viennent, c'est que ce moment, quel qu'il soit, représente une opportunité historique. L'opportunité de réfléchir collectivement à ce que doit être le Cameroun après Biya. Non pas en termes de personnes, de noms ou de clans. Mais en termes d'institutions, de démocratie, de transparence, de justice sociale. L'après-Biya ne devrait pas être simplement un autre Biya avec un autre nom. L'après-Biya devrait être, enfin, le début d'un vrai projet collectif pour les 20 millions de Camerounais qui méritent, depuis longtemps, mieux que ce qu'ils ont. Et c'est là que vous entrez en scène. Vous, qui regardez cette vidéo. Vous, qui partagez, qui commentez, qui débattez. Parce que dans une époque où les médias officiels se taisent, où les journalistes indépendants travaillent sous pression, où la vérité est souvent la première victime du pouvoir, c'est la société civile, c'est vous, qui portez la responsabilité de maintenir le débat vivant. Alors voici la question que nous vous posons, directement, ce soir. Si le Cameroun devait changer de président demain matin, est-ce que le pays est prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Et plus important encore, qu'est-ce que vous voulez, vous, pour le Cameroun de demain? Répondez-nous en commentaire. Dites-le nous. Parce que votre voix compte. Elle a toujours compté. Et si cette analyse vous a apporté quelque chose, une information, une réflexion, un point de vue que vous n'aviez pas, alors faites une chose simple,
partagez cette vidéo. Parce que l'information libre, au Cameroun comme partout ailleurs, est un acte politique en soi. À très bientôt. Et comme toujours, restez éveillés.